pub, mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce livre qui sort officiellement, je crois, le 29, je sais pas, dans 2 jours. Ce livre, il m'a été proposé dans une petite collection des éditions Anamosa. C'est des éditions assez jeunes qui font beaucoup de sciences sociales, d'histoire, et qui ont déjà sorti, certains ont certainement vu hier, qui ont sorti déjà 2 petits livres dans cette collection qui s'appelle Le mot est faible, Révolution, qui a été écrit par Ludivine Bantini, et Peuple, qui a été écrit par Deborah Cohen, et moi on m'a commandé École. C'est pour ça que le titre est sobre. Et le titre est sobre parce que l'idée de cette collection, c'est de recharger politiquement, en tout cas c'est comme ça que moi je le formule, de recharger politiquement un concept, une notion, quelque chose qui, à force d'être manipulé, détourné, saisi d'un côté, puis de l'autre, etc., perd son sens politique premier. Et la gageure qui m'a été demandée dans ce livre, c'est de redonner un sens politique à l'école, et en particulier, ce qui moi m'est cher, parce que la politique c'est ça, et je crois que ici on le partage pas mal, de lui redonner un sens conflictuel. Non pas qu'elle n'en avait pas, mais un sens conflictuel, y compris à l'intérieur de la gauche elle-même. Et c'est ça aussi qui va m'intéresser, c'est-à-dire que bien sûr on va parler des réformes de droite, des réformes de Blanquer, des choses sur lesquelles on va tous tomber à peu près d'accord, mais je voudrais aussi qu'on s'interroge dans le cadre de cet atelier sur la responsabilité de notre camp politique dans ce concept de contre-démocratisation qui m'est venu effectivement et que je vous développerai au fur et à mesure de l'exposé. Pour vous dire aussi sur le plan formel que je ne vais pas faire un exposé d'1h30, que je vais vous présenter un certain nombre de choses, que Raphaël prendra la parole sur des points qui l'intéressent et plus particulièrement et sur lesquels il se sent plus légitime, et puis je la reprendrai, etc. Et que la première partie va ressembler, je l'espère en tout cas, à une distribution de la parole entre toi et moi. Alors d'abord commencer quand même par faire un point sur les réformes Blanquer. Au-delà de la loi Blanquer, les réformes Blanquer, est-ce qu'elles ont de très cohérentes ? Pour dire quand même de manière alarmiste, c'est pas ma manière de faire généralement, mais cette fois je l'assume, et à chaque fois que je fais des interventions depuis peu, je le dis haut et fort, l'école n'a jamais traversé une période aussi funeste, aussi dangereuse que celle que nous traversons aujourd'hui. Alors bien entendu, on va certainement en discuter. La réforme du collège, il y avait 1000 choses à dire. Dans les années 80, il s'est passé plein de trucs avec lesquels on n'était pas d'accord. Ça va déjà mal, ça allait déjà mal. Quand on entre dans l'éducation nationale, on a la culture de tout va mal, bref. Donc l'idée évidemment n'est pas de dire nous tombons d'un escalier de 300 étages et qu'est-ce qui nous arrive alors que nous étions au pays de bisounours, tout à coup l'enfer s'ouvre sous nos pieds. C'est pas du tout ça bien entendu, ça allait déjà mal, mais ça allait déjà mal je dirais pour chacun et chacun dans son segment. Et vous savez que l'une des crises, l'un des problèmes de l'école, c'est cette difficulté à articuler l'ensemble des segments et avoir une cohérence justement de ce qui nous tombe dessus. Et bien là, je peux vous le dire, je crois vraiment sans détour, ça va mal pour tout le monde de la même façon. Donc au moins, je dirais qu'on a là peut-être une fenêtre d'opportunité, si on réussit en tout cas à s'accorder, ce qui n'est pas gagné, surtout vu ce qui s'est profilé hier, puisque paraît-il que Blanquer a changé de ton. Et que désormais il va dialoguer avec les syndicats, et que même la FSU s'est contentée d'exprimer cette profonde circonspection. Enfin, ça n'a pas été un refus absolu de dialoguer, donc tout ça n'est pas très bon signe. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est le moment, qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour se dire attention, l'attaque est lourde, et l'attaque est lourde sur tout le monde. Alors je vais partir de la fin pour vous en faire un résumé extrêmement rapide, et je vais oublier certainement des choses, mais pour que voilà, vous ayez à peu près tous en tête, d'où que vous soyez, que vous soyez enseignant ou pas, la cohérence de l'ensemble. La fin, c'est Parcoursup, donc c'est l'année dernière. C'est cette réforme qui a suscité certes quelques mobilisations, et des mobilisations intéressantes, et qu'on a suivies, et qui étaient assez d'ailleurs jubilatoires à certains endroits, mais enfin quand même des mobilisations faibles au regard de l'attaque qui est portée aux universités aujourd'hui. Parcoursup, je vous le rappelle, c'est la sélection désormais officialisée dans les universités, avec, et c'est sans doute l'une des choses les plus graves, une opacité complète sur les critères opérés par les universités dans la sélection des étudiants et des étudiantes.
Donc une opacité complète, c'est-à-dire que ce sont les universités elles-mêmes, dans leur profonde autonomie, qui décident du profil des étudiants, des étudiantes qu'elles veulent avoir. Et vous savez, les étudiants font des vœux avec un certain nombre de stratégies qui existaient déjà, mais qui sont cette fois complètement, je dirais, décomplexées. Hein, un certain nombre de stratégies d'orientation, le choix des vœux, la lettre de motivation, le CV, etc. C'est-à-dire tout un tas de choses qui sont naturelles pour des enfants qui ont ce qu'on appelle un capital culturel ou un capital scolaire important. Hein, avec des enfants dont les parents, moi je vais le faire bientôt, d'autres l'ont déjà fait, dont les parents font les lettres de motivation de leurs enfants. Mais ça, évidemment, ce n'est pas tous les parents qui peuvent faire ça. Donc une hyper sélectivité à la fois en termes de mérite et en termes social à l'entrée des universités. Vous avez là donc quelque chose de l'ordre d'une première entrave très très forte à la démocratisation de l'université, qui allait déjà mal, hein, on est d'accord là-dessus, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais au moins voilà, on a une officialisation de cette sélectivité, avec en plus, mais ça Raphaël en parlera tout à l'heure, une augmentation des prix d'inscription, vous avez vu aussi, hein, qui va commencer à toucher les étudiants étrangers, mais qui va évidemment s'élargir à l'ensemble des étudiants, sans doute très bientôt, si on ne fait pas grand-chose. Donc Parcoursup est le goulot d'étranglement, hein, à partir duquel ceux qui ont eu la chance d'effectuer l'ensemble d'une scolarité jusqu'au bac, ce qui ne correspond pas à 100% des adolescents, hein, il faut quand même déjà le rappeler, ceux qui ont eu la chance donc d'effectuer leur scolarité jusqu'au bac, eh bien, sont tout à fait susceptibles d'être freinés à cet endroit-là de leurs études, sachant que le facteur social est l'un des facteurs les plus déterminants pour être freiné à l'université. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure du profil social des étudiants aujourd'hui. À ceci, donc je vais descendre la chaîne, hein, à ceci il faut donc accoler la récente réforme du lycée sur laquelle Raphaël interviendra tout à l'heure et qui a été conçue uniquement pour coller à Parcoursup. Hein, il vous expliquera pourquoi, hein, mais effectivement, cette espèce de lycée à la carte, lycée McDo, hein, lycée faites vos menus, n'a évidemment qu'un seul objectif, hein, qui est d'opérer un tri social et un tri au mérite, mais tout ça évidemment est noué ensemble, ça va ensemble, un tri social dès le lycée, Raphaël en parlera. À ce lycée général et technologique s'ajoute la réforme du lycée professionnel qui, comme à chaque fois lorsqu'il y a une réforme pour le lycée professionnel, fait très peu parler d'elle, mais c'est une réforme du lycée professionnel absolument délétère. Alors déjà, on pourra discuter du principe, hein, du lycée professionnel, c'est compliqué le lycée professionnel, mais là vous avez vertement une volonté, on peut le dire comme ça, hein, c'est pas complotiste de le dire, hein, mais une volonté ministérielle de soustraire désormais l'enseignement professionnel au ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement professionnel est destiné petit à petit, étape par étape, à passer sous le joug des régions, à passer sous le joug des entreprises, à devenir une forme d'apprentissage. Blanquer a été là-dessus extrêmement clair, hein, c'est tout le monde en CFA, en tout cas tous ceux qui ne peuvent pas poursuivre les lycées généraux iront en CFA. Ça ne coûte rien à l'éducation nationale, c'est se délester complètement sur le privé de la prise en charge éducative d'un certain nombre d'élèves. Alors la preuve la plus emblématique, hein, qui en tout cas là nous a véritablement montré qu'il y avait une vraie volonté de ne plus permettre aux lycéens professionnels qui déjà avaient du mal, hein, mais de poursuivre des études, c'est le fait de réduire considérablement, de près de 30%, l'enseignement des matières générales en lycée professionnel. Donc vous savez que les matières générales, vous avez des enseignants qui sont bivalents, donc je sais qu'on en a ici, on en parlera certainement, hein, lettres histoire, lettres anglais, maths physique, etc. Et il y a un certain nombre d'élèves de lycée professionnel, vous le savez, qui de par le principe de l'orientation subie, souvent, pas nécessairement choisie, hein, se retrouvent en lycée professionnel parce qu'il y a des trajectoires sociales qui sont compliquées, ils s'y sentent parfois bien, ils s'y sentent parfois moins bien, mais ce qui était, je dirais, une oxygénation possible, c'est-à-dire la possibilité de leur dire « tu pourras continuer », moi, j'ai eu des stagiaires, profs d'histoire-géographie, qui avaient fait un CAP chaudronnerie, par exemple. Hein. Donc, la possibilité de dire à des élèves de lycée professionnel, tu pourras continuer si jamais voilà,
ce circuit-là finalement ne te convient plus, est désormais complètement fermé. Et là, vous voyez la cohérence avec Parcoursup, parce que bonjour, j'ai fait un CAP chaudronnerie et je voudrais faire une bi-licence Sciences Po Histoire, ça risque mal de passer sur le plan du CV. Voilà. Donc là, vous avez un coup près net à la possibilité pour, rappelons-le, des gamins de 17, 18, 19 ans, c'est-à-dire à des âges où, heureusement, on n'est pas fixé sur une carrière professionnelle et on a le droit de se tromper. Le collège n'a pas encore été touché par Blanquer, il avait, il faut dire, été déjà touché par la ministre précédente, et tout était déjà en place pour que tout ça fasse cohérence avec la réforme du lycée et du lycée professionnel qui arrive. Le collège, à la limite, on pourra en reparler, je pense que la réforme du collège n'est pas tout à fait comparable à celle du lycée, mais en tout cas, il y a eu indéniablement une précipitation dans cette réforme, une espèce d'injonction au changement, injonction à l'innovation, injonction au numérique, injonction aux compétences, etc., qui a surchargé, saturé de travail les collègues de collège, ça je crois qu'ils pourront en témoigner, qui a rendu absolument incompréhensibles les processus d'évaluation pour les parents, parce que quand vous prenez le pourcentage accordé aux compétences, le pourcentage accordé aux notes, tout ça, et qui permet, c'est le cas à Paris et ça a vocation à se généraliser ailleurs en province, qui permet aussi de choisir un lycée en fonction de ce résultat de collège, donc qui nourrit une désectorisation de l'éducation nationale et par là même, du coup, des établissements de plus en plus profilés socialement. J'en arrive à l'école élémentaire dont parlait Raphaël, l'école élémentaire qui, je crois, a été, elle aussi, j'arrête pas de dire la plus touchée, mais vraiment cette année, les professeurs des écoles ont vraiment morflé, je crois que c'est pas terminé pour eux malheureusement. L'école élémentaire connaît aujourd'hui un vrai processus de dépossession complète de l'expertise professionnelle de ses enseignants. Et ce petit livre orange qui a été envoyé aux enseignants pour leur dire comment apprendre aux élèves à lire ou comment apprendre aux élèves à compter, accompagné par la remise au goût du jour des fameuses évaluations nationales, accompagné, il faut quand même le dire, parce qu'il n'y a pas que les directives nationales qui comptent, il y a aussi toutes les circulaires et les circulaires académiques, donc accompagné aussi d'un flicage de plus en plus intolérable de l'inspection académique sur les collègues, de mesures d'intimidation, de disparition, de formation disciplinaire dans les plans de formation remplacés par des formations pédagogiques qui n'ont que vocation à expliquer comment appliquer le petit livre orange, etc. Donc ce que j'appelle vraiment une dépossession de sa capacité d'expertise, c'est une dénaturation aussi du métier d'enseignant, parce que ce qui constitue le métier d'enseignant, c'est aussi quand même que nous sommes des experts, non seulement des disciplines que nous avons à enseigner, mais aussi des experts des pratiques, des méthodes pédagogiques que nous voulons expérimenter pour le coup dans les classes, avec le risque de nous tromper et avec la certitude surtout, j'espère que nous la partageons, qu'il n'y a pas de kit pédagogique magique, et que s'il y en avait un, ça se saurait, et que donc ces livres oranges dont nous pourrons reparler ne sont que la formalisation d'une certitude idéologique ministérielle, dictée, on le sait, par tout un tas de lobbying, notamment de l'Institut Montaigne et d'une association qui s'appelle Agir pour l'école, et qui est une croyance. Sauf que c'est une croyance qui s'est parée de faux résultats scientifiques et qui donne donc l'illusion d'une efficacité absolument imparable et qui se double, l'a dit Raphaël, d'un autoritarisme tellement important que ça devient extrêmement compliqué. Il faut être courageux, en fait, vraiment, le mot est celui-ci. Il faut être courageux aujourd'hui pour un collègue professeur des écoles qui n'est pas militant, qui arrive, qui débarque, qui est plein de... Vous savez, c'est nos collègues qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent savoir, qui vont sur des sites académiques, écoutent leurs inspecteurs comme ça, etc., etc. Et puis, qui sont en train de comprendre qu'ils deviennent simplement des exécutants et des exécutantes d'une pensée magique, on peut l'appeler comme ça, d'une pensée magique ministérielle.
La maternelle maintenant, alors la maternelle, on dit c'est formidable, la loi Blanquer va désormais obliger tous les enfants de 3 ans à être scolarisés. Ok, il y en a qui disent ça ne change rien, ils sont déjà tous scolarisés. Alors non, ils ne sont pas tous scolarisés, c'est pas vrai. Par exemple, en Outre-mer, il y a un quart des enfants de 3 ans qui ne sont pas scolarisés. Ça va coûter cher, ça va coûter extrêmement cher aux communes. Inutile de vous dire que l'Outre-mer n'a pas vraiment les moyens quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Pointe-à-Pitre et en Guadeloupe. Imaginez ce qui peut se passer pour les écoles. Ça va donc aussi contraindre des communes, pas simplement en Outre-mer, mais ici, de financer des écoles privées, puisque vous savez qu'une loi aujourd'hui impose aux communes de financer la scolarisation aux enfants dans l'école la plus proche, même si elle est privée, hein, à partir du moment où il n'y a pas d'école dans la commune en question. Et donc vous avez une mesure qui va être extrêmement lourde, et on était à Fort-de-France il n'y a pas très longtemps en Martinique, et un chercheur nous expliquait, et ça je n'y avais jamais pensé, mais c'est effectivement très intéressant, nous expliquait aussi, lui avait fait des recherches plutôt dans les anciens tomes, hein, il était allé en Polynésie, nous expliquait que cette réforme allait être complètement délétère dans certaines familles, parce que dans certaines familles, on garde les enfants bien au-delà de 3 ans, parce que pour des raisons culturelles, avec y compris tout un rapport au corps, etc., et donc que ça allait complètement continuer à déstructurer les parentés, je dirais, traditionnelles, hein, si on peut les appeler comme ça, et donc ça poursuivait aussi, et c'est vrai, il faut y penser, une forme de néocolonialisme hein, dans les territoires et dans les départements ultramarins, dont, vous l'avez vu, on ne parle évidemment strictement jamais, hein, là aussi, hein, dans l'école comme ailleurs, c'est le parent pauvre. Alors tout cela s'accompagne aussi en maternelle de ce qui va arriver là, hein, c'est la prochaine mission du Conseil supérieur des programmes, d'une réécriture complète des programmes qui doivent être enseignés à chacun des maillons de la chaîne. Alors, on pourra reparler, si vous voulez, des programmes de lycée. Moi, je vais parler de ce qui s'annonce pour les prochains programmes de maternelle. Vous savez que la maternelle, on peut discuter le nom de cette école, hein, ça je suis bien d'accord, il serait peut-être temps d'essayer de réfléchir à en trouver un autre. Mais enfin, peu importe, la maternelle a une identité qui est très particulière, puisqu'il faut la penser vraiment comme un sas de transition entre une sociabilité familiale, une sociabilité de la petite enfance, que ce soit de la crèche, que ce soit de la nourrice, avec tout un rapport à l'éducation qui est un rapport extrêmement individualisé, qui est un rapport extrêmement ludique, et qui est surtout quelque chose qui n'a pas de code scolaire. Hein. Et la maternelle a ceci de particulier qu'elle est censée progressivement apporter, fournir des codes scolaires pour passer d'apprentissages qui sont des apprentissages, on pourrait dire, familiaux, ou des apprentissages entre pairs, pairs, P-A-I-R-S, à des apprentissages qui soient véritablement scolaires. Tout ça, ça s'apprend. Alors évidemment, quand on est fils de prof, et que dès l'âge de 6 mois, on apprend à décrypter les couleurs, les lettres, on les met ensemble, on fait la, li, etc., les codes scolaires, on les a. Hein, quand on arrive à 3 ans à l'école maternelle, les codes scolaires, on les a. Quand on dit ça c'est quoi, on reconnaît. On fait ah, ça c'est un L, ça c'est un 4. Ça, bon. Mais dans plein d'autres familles, tout le monde n'a pas des jeux Montessori sous le sapin dès l'âge de 18 mois. Et donc, dans plein d'autres familles, les codes scolaires, ce n'est pas du tout ce qui constitue la sociabilité familiale. En tout cas, la socialisation, pardon, familiale. Donc, vous avez beaucoup d'enfants. Et vous voyez bien que je parle aussi beaucoup des enfants issus des quartiers populaires. Vous avez beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école maternelle et qui n'ont pas, qui ne maîtrisent pas du tout ces codes scolaires. Certains d'ailleurs ne vont pas les maîtriser pendant très très longtemps. Or, la maternelle aujourd'hui telle qu'elle est repensée supprime complètement cette fonction de transition. Elle n'est pensée directement que comme un lieu d'instruction, on pourrait le dire tout comme ça, hein, c'est-à-dire que cette réforme va partir du principe que finalement, chaque enfant, de toute façon c'est tous capables, hein, Raphaël va en parler, chaque enfant est capable, en arrivant à la première année dans la petite section, chaque enfant est capable de comprendre parfaitement bien tous les codes scolaires, et donc on passe directement aux apprentissages scolaires. Il y a fort à parier, hein, il y a fort à parier que tout cela ne va faire, on le sait depuis Bourdieu, hein, mais Bourdieu, c'est le grand Satan hein, aujourd'hui pour ceux qui nous gouvernent, mais on le sait depuis d'autres, hein, depuis Freinet, depuis plein de pédagogues qui ont pensé ça autrement qu'avec les sciences sociales, mais tout simplement avec la pratique, hein, avec leurs tâtonnements expérimentaux. On sait très bien que lorsque vous fournissez comme des allants de soi des apprentissages sans prendre le soin de véritablement vendre la mèche sur tout ce qu'il y a d'implicite,
hein, eh bien vous favorisez des élèves qui sont des élèves socialement défavorisés. Vous favorisez les élèves qui sont socialement favorisés et vous enfoncez les autres, c'est-à-dire ceux qui ne maîtrisent pas ces codes scolaires. J'ai fait un tableau qui est, de mon point de vue en tout cas, assez apocalyptique et assez angoissant, hein, je crois qu'on peut le dire, parce qu'il faut appeler un chat, hein, mais je pense qu'il est très objectif. Et je l'ai fait rapidement, je l'ai brossé rapidement, mais on pourra donc en parler, mais je ne vois pas dans tout ce qui vient là d'être adopté comme réforme ces dernières années, je ne vois pas de point très positif, non, je n'en vois même aucun, hein, et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'enquistement de ce que j'ai appelé du coup une contre-démocratisation, c'est-à-dire un frein complet donné non pas à la démocratisation qui allait déjà mal, on va en parler, Raphaël va en parler, mais d'un frein donné à ce qui avait toujours constitué la boussole jusque-là des réformes éducatives, au moins dans l'intention, c'est-à-dire la démocratisation scolaire. Aujourd'hui, cette boussole, elle est volontairement déréglée. Blanquer l'a prise, il l'a retournée sur sa table, il a dit ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ma boussole, c'est le tri social, c'est l'assignation à résidence sociale, c'est le profilage de la trajectoire scolaire en fonction de ce qu'on suppose être l'identité sociale, culturelle, etc. des élèves qui entrent dans l'école. Ok. Alors moi je vais faire dans l'autre sens. Je vais brosser, ça fait un aller-retour. Je vais commencer par le plus bas, puis monter ensuite sur les questions bac. Je vais essayer de développer, et puis un peu université. Bon, mais pour reprendre là où tu t'arrêtes, Laurence, effectivement, je trouve qu'il y a une différence, à mon avis, fondamentale entre Blanquer et globalement les ministres qui l'ont précédé, qu'ils soient de droite ou de gauche de ces 20 dernières années. C'est qu'en fait, Blanquer, il a un projet pour l'ensemble, et j'ai envie de dire pour chaque élève. On était jusqu'à présent on prend bon, les ministres de droite, c'est toujours plus facile, voilà, Darcos ou Fillon, voilà, au début des années 2000. Leur idée, c'est de dire, ils avaient un projet, bien sûr, pour leur classe sociale et les représentants, leurs électeurs et les enfants de leurs électeurs. Mais le reste, c'était finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression, les territoires perdus de la République. Ce qui se passe en banlieue, bah, ça, ma pauvre dame, oui, c'est mal barré, c'est dommage, mais c'est pas leur projet. Si on prend Blanquer, et je trouve Laurence le montre très bien, c'est qu'effectivement, que ça soit un jeune de banlieue ou un jeune du 16e arrondissement, un jeune des quartiers nord de Marseille ou un jeune du centre-ville de Montpellier, chacun de ces jeunes a un projet. En tout cas, le ministre imagine une scolarité pour lui ou pour elle. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour moi, dans ce sens-là, c'est le premier ministre néolibéral qu'on ait dans l'éducation nationale. C'est-à-dire dans le sens où ça a été étudié là, dernièrement par Barbara Strigler, c'est-à-dire l'idée que le néolibéralisme est pas juste un projet économique. Bien sûr, c'est un projet de réduction des dépenses publiques, bien sûr, mais ce n'est pas que ça, c'est un projet totalisant. Et je crois que Blanquer a cette idée-là pour l'éducation nationale. Bon, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, y compris sur la contradiction apparente que je donnais. Je vais essayer de développer là sur le bac et cette apparence liberté du bac. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend le lycée Blanquer et son bac. En fin de seconde, il y a, pour les élèves qui ont passé en première et en terminale, un tronc commun constitué globalement du français en première, puis de la philo en terminale, des langues vivantes et de l'histoire géo, puis de l'EPS. Voilà, ça c'est le tronc commun. Et pour toutes les autres disciplines, les élèves devront choisir 3 en première et 2 en terminale. En leur disant, faites ce que vous voulez. Pas de problème, vous voulez faire théâtre, espagnol et géopolitique, mais allez-y, c'est totale liberté, totale discipline. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, déjà parce que toutes les disciplines ne sont pas forcément présentes dans les établissements où est l'élève, bon, mais même, passons là-dessus. Pourquoi c'est plus compliqué que ça? Bien en fait, c'est quelque chose qui est apparu en fin d'année, c'est que le ministère a donné un joli organigramme, donc c'est dommage pour les élèves qui étaient en seconde cette année, qui passent en première, pas de bol pour eux, mais dès l'année prochaine on saura, un joli organigramme où il explique que bien sûr chacun peut faire ce qu'il veut, mais voici les disciplines de spécialité indispensables pour aller dans les classes préparatoires. Et en fonction de chacune des classes préparatoires, littéraires ou scientifiques ou technologiques, il est précisé quelles sont les spécialités indispensables.
ça c'est un délit d'initié, c'est-à-dire soit on a fait ses spécialités, soit on savait déjà, soit effectivement on se retrouve le bec dans l'eau. Moi ce que je crois, on verra, hein, l'avenir me donnera peut-être tort, mais je crois que, étant donné que ça a commencé par les classes prépa, les autres filières sélectives, type BTS, type UT, vont également publier des recommandations de spécialités indispensables. Et à terme, les universités le feront. De la même façon. Alors, un des éléments qui est intéressant là-dedans, bon, alors je en parle parce que c'est ma marrante, enfin bon, c'est mon métier en fait, pour ça, c'est que les mathématiques étaient jusqu'à présent un fort outil de sélection sociale. C'est un paradoxe que j'aime bien raconter. Il y a 50 ans, pour faire médecine, il fallait avoir fait du latin et du grec. C'était indispensable. Et pour une raison très simple, c'est que l'ensemble des termes médicaux sont soit en latin, soit en grec. Donc, bien évidemment, si on n'a pas fait le latin ou le grec, on ne peut pas réussir. Et puis, il y a eu un changement qu'on pourra peut-être discuter, voilà, mais il y a eu une évolution vers la science. Aujourd'hui, on ne peut pas faire médecine si on n'a pas fait des mathématiques. Et à partir de là, on ne peut pas faire des études si on n'a pas fait mathématiques. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en réalité, les mathématiques, en sortant du tronc commun pour les baccalauréats généraux, fait que dès 14 ans, un élève peut se retrouver en réalité sur la touche d'un certain nombre d'orientations. Je parlais des filières indispensables pour faire des classes préparatoires, à l'exception de la classe préparatoire AL, c'est-à-dire ENS littéraire, quoi, la seule, l'ensemble des classes préparatoires scientifiques, l'ensemble des classes préparatoires économiques demandent à avoir fait la spécialité de mathématiques. Il est évident que tout le monde va se coller sur ce programme-là maximum, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Voilà, donc deuxième aspect de la réforme, et non des moindres, c'est le contrôle continu. C'est-à-dire que le baccalauréat, voilà, on a en tête cette idée que le baccalauréat, ça se passe fin juin en terminale. Puis on dit, oui, non mais attendez, fin juin en première, il y a le français, puis il y a des épreuves anticipées, enfin, mais globalement, on a en tête, fin juin, c'est le bac. Bien, dès l'année prochaine, le baccalauréat sera tout au long de l'année de première, c'est-à-dire qu'il y aura des épreuves du baccalauréat en janvier de l'année de première, en avril de l'année de première, en juin de l'année de première, et on recommence en janvier de l'année de terminale, en avril de l'année de terminale, en juin de l'année terminale. Tous les 3 mois, des épreuves du baccalauréat, qui sont faites de telle sorte, alors bon, on voit bien, c'est ce que les Anglais appellent le teach to test, c'est-à-dire que l'enseignement, en réalité, on se rend compte, enfin bon, moi j'enseigne à Aubervilliers, il faut un temps long pour comprendre les choses. C'est pas vrai qu'on peut juste apprendre et puis tout de suite faire. Ça, en réalité, c'est des enfants qui arrivent à faire ça, des jeunes qui arrivent à faire ça, ils sont déjà socialement déterminés. Mais le temps long de l'apprentissage disparaît au profit d'un temps très court de j'ai appris, je recrache, j'ai appris, je recrache, j'ai appris, je recrache, etc. etc. Bon. Voilà. Ça c'est destructeur pour les élèves des classes populaires, des quartiers populaires, à mon avis. Deuxième aspect, et c'est là effectivement où il y a un lien entre pourquoi faire ça. Pourquoi faire ça Blanquer avait vendu simplification du bac, etc. Il y a un intérêt, et c'est là le lien avec Parcoursup, c'est que ça arrive de telle sorte que 75% des notes du baccalauréat, les 3/4 des notes du baccalauréat, pourront être rentrées dans Parcoursup. C'est Blanquer, il annule tout. Il arrive, j'ai compris. Je vous ai compris. D'accord. Et c'est là où tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'inscrit comment dire, dans la continuité, où finalement, ces notes de contrôle continu du baccalauréat vont être utilisées directement par Parcoursup. Alors parlons-en, comment elles sont faites ces notes? Parce qu'on pourrait imaginer que ça continue à être comme avant le baccalauréat, une épreuve nationale qui arrive dans les bahuts, etc. Pas du tout. C'est une épreuve qui va être décidée par les professeurs de l'établissement, pour chaque discipline. Et qui sera a priori différente d'un lycée à l'autre. Puisque ça sera... il y avait même eu un moment une ambiguïté pour savoir s'il pouvait y avoir au sein d'une discipline plusieurs épreuves. Les élèves de la terminale A passent telle épreuve, les élèves de la terminale B passent une autre épreuve. Donc finalement non, il n'y aura qu'une épreuve par établissement, ouf, on est sauvé, mais qui changera d'un établissement à l'autre. Dans ces conditions, il est tout à fait logique, et j'ai même presque envie de dire nécessaire,
que les professeurs des universités aient un droit de regard sur ce qu'ont fait les élèves. Parce qu'en réalité, on ne sait pas qui va enseigner quelle discipline, comment ça va être évalué, etc. Ça justifie complètement la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université et dans l'ensemble des filières, puisque toutes les autres filières, on dit en entrée de l'université parce que c'était la dernière filière qui n'était pas sélective. Donc ça justifie complètement que l'ensemble des filières du supérieur soient sélectives à partir de ce qui a été concrètement fait. Et c'est là où il y a un phénomène de cliquet qui se met en place. Juste une remarque, voilà, je vais essayer de pas, je vais donner quelques chiffres au début, puis après, normalement, j'en donne plus. C'est qu'en fait, c'est un système qui a été expérimenté aux États-Unis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'entre 2012 et 2016, c'est assez récent, il y a 2300 professeurs anglais qui ont été condamnés pour avoir organisé de la triche auprès de leurs élèves. Par l'évaluation locale, parce que forcément, quand 2300 professeurs condamnés, hein, c'est ceux qui ont été repérés, qui ont fait des trucs tellement gros, puis à un moment donné, on dit non, c'est pas possible, quoi. Enfin, arrêtez, vous filez les sujets, vous donnez les réponses, enfin voilà. Donc voilà, dans l'espace de ces 4 dernières années, quasiment 2012-2016. Dernière chose, et c'est parce que la sélection ne s'arrête pas uniquement par le type de... Ah oui, pardon, dernière chose, c'est sur deux dernières choses. Un, sur Parcoursup. Ce qui est présent dans Parcoursup, c'est outre, bon, bien sûr, enfin, les notes de l'élève, l'appréciation des professeurs, a été retiré le nom et le prénom de l'élève. La seule chose qui est présente, c'est son établissement scolaire. Et donc, alors l'idée de retirer le nom et le prénom, c'était pour anonymat de genre, anonymat en termes de racisé, etc. Bon. Mais l'établissement scolaire, bien évidemment, si on a été scolarisé à Henri IV à Paris ou à Aubervilliers, c'est pas la même donne, quoi. Et là-dessus, c'est le responsable des classes de prépa, là, de l'Union des classes spéciales, qui disait mais c'est indispensable qu'on connaisse cet établissement d'origine. Et ça, personne ne veut revenir dessus parce que c'est précisément là-dessus qu'ils feront la sélection. Et c'est là où je rejoins entièrement Laurence quand elle parle effectivement d'assignation à résidence scolaire en fonction du lieu où on a fait ses études, parce qu'il y a forcément un lien très important entre le lieu où on a fait ses études et en réalité les classes sociales, les couches sociales auxquelles on appartient. Dernier point, c'est effectivement, il faut quand même en dire un petit peu deux mots, et vraiment je m'arrêterai là-dessus, bon, en tout cas sur cet élément-là, et je vous jure, normalement j'arrête de donner les chiffres après, c'est sur l'histoire des frais d'inscription à l'université, qui sont rentrés par la petite porte de les étudiants étrangers. Donc vous vous souvenez, hein, les travailleurs étrangers qui viennent voler notre travail, bon bah là c'est les étudiants étrangers qui viennent voler notre savoir, c'est exactement la même, bah au moins qu'ils payent un peu, quoi. Voilà, faut pas déconner, on va arrêter les trucs, bon. Il est évident, enfin pour moi il est évident que c'est une porte d'entrée pour généraliser l'augmentation des frais d'inscription à l'ensemble des étudiants, puisque le problème récurrent à l'université, c'est le fait que les universités sont déficitaires, et le seul moyen qu'elles redeviennent bénéficiaires, c'est d'augmenter les frais d'inscription. Bon. Alors, il y a des aspects pédagogiques là-dedans, notamment des études sociologiques qui montrent que